La Terre, maison de 8 milliards de personnes, y compris de ceux qui n'ont jamais vu une voiture, tenu un smartphone ou utilisé Internet. Cachées dans les forêts et les îles isolées autour du monde, se trouvent ces tribus uniques avec des traits particuliers, des pratiques étranges et un mode de vie qui rappelle l'âge de pierre. Préparez-vous pour une aventure sauvage. Découvrons ensemble certaines des tribus les plus inhabituelles du monde. La tribu Azaro. La manière dont ils émergent de la jungle est comme une marée entrante lente. Ils ont une sorte de mouvement dramatique qui vous laisse dans la confusion, et leur corps, recouverts de gris, finis avec des masques effrayants, surdimensionnés, sont choquants et intimidants. Avant que vous ne le sachiez, vous avez des frissons dans le dos, souhaitant ne jamais avoir été dans la jungle. Ce sont les hommes debout Asaro, autrefois parmi les plus pauvres de Papouasie-Nouvelle-Guinée et ses rockstars. Alors que la plupart des plus de 150 tribus sur l'île sont aussi colorées que les oiseaux exotiques avec lesquels ils partagent la jungle, les hommes debout sont les moins décorés. Ils se déplacent, enduits de l'argile blanche du cou aux pieds, restant en file indienne, marchant glacialement lentement, regardant constamment à gauche, à droite, derrière, prêts à tout. Certains d'entre eux ont des flèches encochées dans leurs arcs, tandis que d'autres ont des lances et des gourdins. Certains portent du bambou peint en rouge sur leurs doigts, s'étendant sur plusieurs pouces et taillés en pointe comme des griffes géantes. Ils se déplacent silencieusement, et donc vous les auriez pris pour des fantômes. Vous devez savoir que beaucoup de gens ont été trouvés allant à la guerre avec de la boue étalée, mais dans le cas des hommes debout Asaro, ils la portent pour éviter la guerre. Leur prouesse en tant que guerriers a toujours été exagérée, et bien que la littérature et la légende leur ait attribué des pouvoirs martiaux spéciaux, leur seul véritable avantage dans une bataille est leur apparence féroce et effrayante. Les hommes debout Asaro croient que si vous pouvez générer la peur, vous n'avez pas à aller à la guerre. Tout a commencé il y a des siècles quand les Azaro étaient juste des habitants de la jungle timides et réservés. Un jour, ils ont été attaqués par une tribu beaucoup plus puissante et ont fui dans la rivière Asaro voisine. Quand leurs assaillants ont atteint la rivière, ils sont tombés sur des figures recouvertes de boue de rivière blanche et grise, croyant avoir rencontré les esprits fantômes des Azaro qu'ils avaient tués. Les agresseurs ont fui dans une panique confuse. Réalisant ce qui s'était passé, les Azaro ont décidé de tirer parti de la situation en recouvrant uniquement leur corps de boue. Ils ont épargné leur visage parce que l'eau de la rivière Asaro est censée être toxique. Ils savaient que leur visage devait être tout aussi effrayant, alors ils ont utilisé des roches, des bâtons et tout ce qu'ils pouvaient trouver pour créer des masques simples. Comme prévu, quand ils sont apparus sous cette forme, leurs anciens ennemis ont fui et les Asaro pacifiques ont hérité de la réputation de guerriers féroces. La tribu Mokan. Vous pouvez commodément remplacer les gens Moshan par des gitans de la mer, et en fait, cela les décrit davantage. Les gens Moshan ont vécu sur les eaux de l'archipel Mayak pendant des centaines, sinon des milliers d'années, et en fait, ils passent toute leur vie à bord de leur bateau Kabang. Ils ne vont à terre que pour s'abriter dans des camps temporaires pendant la saison de la mousson, du jour de leur naissance jusqu'au jour de leur mort. Choquant, la légende Moshan raconte que ce mode de vie est une punition infligée à leur peuple par une ancienne reine contre son mari Moshan adultère. Mais il est clair pour ceux qui les ont rencontrés et étudiés que les Moshan ne considèrent pas leur vie nomade comme une punition. En étant sur la mer si longtemps, ils ont une connaissance intime de la mer et vivent entièrement de la pêche et du ramassage sur les plages. Les gens Moshan pêchent en plongeant librement sans aucun équipement de plongée, ce qui leur a donné une incroyable capacité à retenir leur souffle et une vision sous-marine incroyablement aiguë. Après avoir récupéré des produits du fond marin et de l'eau, ils les utilisent pour troquer du riz et de l'essence avec des commerçants du continent, ce qui est presque le seul contact qu'ils ont avec le monde extérieur. La société Moshan est composée de groupes familiaux élargis, dont chacun vit et voyage ensemble dans une flottille et a un chef de famille. Les familles pratiquent le culte des ancêtres médiés par une figure de chaman et tiennent des festivals et des rituels pour apaiser le monde des esprits par des offrandes, des transes et des danses. Ils ont une forte croyance en un esprit invisible qui les protège et les guide dans leur voyage de vie. La tribu Kowai.
En bas dans la jungle de Papouasie réside la tribu Kauai, une tribu qui embrasse la nature et tout ce qu'elle a à offrir, tout en fermant toutes les portes à la civilisation et à la technologie. Dans le passé, la tribu Kauai fermait aussi les portes au contact et pratiquait le cannibalisme contre ceux considérés comme ennemis, mais cette pratique a été réduite ces dernières années alors que la tribu s'est progressivement ouverte au contact. Les gens Kauai venaient juste d'être découverts il y a 35 ans, en 1978, quand un missionnaire de l'église réformée néerlandaise, Johannes Feldhuisen, a eu une rencontre accidentelle avec les gens Kauai. Depuis lors, il a essayé de trouver un moyen de chercher davantage sur la tribu en utilisant un guide local de la tribu voisine Sitio. Dans le passé, ils entraient souvent en conflit avec les gens Sitio, dans lesquels beaucoup de ces conflits se terminaient par des chasses aux têtes ou du cannibalisme. Cependant, ces dernières années, ils sont surtout connus pour leurs maisons dans les arbres construites sur des arbres bagnons ou wanbon. Les maisons sont faites pour être à 8 à 15 mètres du sol, tandis que certaines sont à environ 45 mètres, debout sur un grand arbre. Ne soyez pas surpris. Tout ce qu'il faut pour construire ces maisons, ce sont des branches d'arbres, de l'écorce SIO et des cordes en retan pour attacher. Pas de marteau, de vis ou de clous. Aussi étonnante que soient ces maisons, la construction dure environ 3 jours et est réalisée par les hommes Kauai. Et aussi effrayantes qu'elles paraissent, les maisons sont en réalité sûres puisqu'elles sont construites sur un arbre. La maison a une barrière en bois pour empêcher les petits-enfants de tomber et une longue échelle suspendue pour grimper. Une autre pratique étrange de cette tribu est qu'ils comptent leurs jours en utilisant leur maison. Une maison dans les arbres Kauai devrait durer de 3 à 5 ans avant qu'ils n'en fassent une nouvelle. En dehors de l'avantage commun d'avoir un abri, une maison dans les arbres offre beaucoup d'autres avantages. D'abord, les gens sont protégés des insectes et des animaux sauvages. De plus, ils se sentent aussi beaucoup plus en sécurité qu'avant, car les ennemis pouvaient venir et kidnapper leurs enfants et leurs femmes pour être tués ou réduits en esclavage. Mais si les maisons dans les arbres ne sont pas assez étranges, les Kauai vivent selon l'âge et le genre. Étonnamment, les hommes et les femmes vivent séparément, avec les enfants restant avec les femmes. Dès que les petits garçons apprennent le modus operandi de la chasse, qui inclut marcher tranquillement dans la jungle pendant plusieurs heures, ils peuvent rejoindre les hommes. Dans la tribu Kauai, les femmes se marient très tôt, tandis que les hommes se marient très tard. C'est parce que le système de mariage exige que les hommes payent une dot ou préparent un festin. La tribu Kauai n'est-elle pas juste inhabituellement intéressante? Une tribu qui croit tellement en l'amour et l'harmonie. Mais ne vous y trompez pas, les conflits arrivent souvent, qui sont généralement liés à la sorcellerie, au vol ou aux problèmes de mariage. Bien que la sorcellerie ne puisse pas être facilement prouvée, l'adultère et les accusés recevront des punitions qui pourraient aller du cannibalisme au meurtre. La tribu Sentinelle. Seules quelques personnes connaissaient les Sentinelaises jusqu'à ce que la mort d'un touriste américain qui a visité illégalement l'île isolée de North Sentinel attire l'attention du monde sur cette tribu. Ils sont connus pour être l'une des rares tribus non contactées dans le monde. Et c'est en partie grâce à la géographie, car North Sentinel est une petite île hors des principales routes maritimes, entourée d'un récif peu profond, sans port naturel. Les lois protectrices appliquées par le gouvernement indien n'aident pas les choses et la défense féroce de la maison des Sentinelaises et de leur vie privée rend tout cela mission impossible. Mais ils ne sont pas entièrement non contactés. Au cours des 200 dernières années, des étrangers ont visité l'île plusieurs fois, et cela s'est souvent mal terminé pour les deux côtés parce que personne ne veut mourir tout de suite. Nous ne pouvons pas vraiment être sûrs de leur population. Cependant, selon un effort de recensement de 2011 et basé sur les estimations des anthropologues sur combien de personnes l'île pourrait supporter, il y a probablement entre 80 et 150 personnes sur l'île de North Sentinel, bien que cela pourrait être jusqu'à 500 ou aussi peu que 15. Les gens sentinelaises sont liés à d'autres groupes indigènes des îles Andaman, une chaîne d'îles dans la baie du Bengale en Inde. Mais ils ont été isolés assez longtemps pour que les autres Andamanais vivent juste leur vie. Tissant des paniers en maille, ils utilisent des herminettes en bois surmontées de fer pour couper et façonner le bois. Les équipes de récupération ancrées près de l'île au milieu des années 1990
On décrit des feux de joie sur la plage la nuit et les sons de gens chantant. Mais jusqu'à présent, aucune langue des Sentinelaises n'est connue des étrangers, puisqu'on ne peut pas les approcher. Les anthropologues font généralement un point d'honneur à désigner les gens par le nom qu'ils utilisent pour eux-mêmes. Mais personne, en dehors de l'île de North Sentinel, ne sait réellement comment les Sentinelaises s'appellent eux-mêmes, encore moins comment les saluer ou demander quelle est leur vision du monde et leur rôle dedans. Une chose certaine est qu'ils ne se soucient pas beaucoup de la compagnie, et ils l'ont exprimé clairement, même sans une langue commune que vous pouvez comprendre. Ils sont terrifiants, non? Mais peut-être pas comme les Agoris. La tribu Agori. Les Agoris sont une secte de sadhus shaïvites ascétiques qui pratiquent une forme unique et extrême d'hindouisme. Ils sont connus pour leurs rituels bizarres et non conventionnels, comme vivre dans les terrains de crémation, étaler des cendres sur leur corps, utiliser des crânes humains comme ustensiles et manger de la chair de cadavres humains. Ils sont aussi dévoués à Shiva, le dieu de la destruction et de la transformation, et cherchent à atteindre la libération du cycle de la Renaissance en transcendant les frontières du bien et du mal, de la pureté et de l'impureté, et de la vie et de la mort. La partie la plus folle est que l'origine et l'histoire des Agoris sont enveloppées de mystères, car ils sont un groupe secret et insaisissable. Cependant, certains érudits retracent leurs racines jusqu'aux anciennes sectes Kapalika et Kalika de l'hindouisme, qui ont émergé entre le 7e et le 8e siècle de notre ère. Ces sectes étaient connues pour leurs pratiques radicales et tantriques, comme le culte de divinités féroces, l'utilisation d'intoxicants et la réalisation de rites sacrificiels. Avec le temps, ces sectes se sont réunies et ont évolué en la tradition Agori, qui a été fondée dans le nord de l'Inde par Baba Kinaram, qui a été unanimement reconnu comme le fondateur de la tradition. Les Agoris suivent une philosophie moniste qui soutient que tout dans l'univers est un et émane de Brahman, la réalité ultime. Ils croient que l'âme de chaque personne est Shiva, la manifestation suprême de Brahman, mais est couverte par 8 liens majeurs qui causent l'ignorance et la souffrance. Ces liens sont le plaisir sensuel, la colère, la cupidité, l'obsession, la peur, la haine, la fierté et la discrimination. Les Agoris visent à se libérer de ces liens et à atteindre moksha, ou la libération, en réalisant leur identité avec Shiva. Pour atteindre cet objectif, les Agoris s'engagent dans diverses pratiques qui défient les notions conventionnelles de pureté et de moralité. Ils embrassent délibérément l'impur, le pollué et l'abhorrent, car ils croient que ce sont aussi des manifestations de Shiva et que rien n'est intrinsèquement mauvais ou pécamineux. Ils cherchent aussi à transcender la dualité de la vie et de la mort en s'associant avec les morts et les mourants. Ils croient que manger de la chair humaine les aide à briser leur ego et à se connecter avec le divin. Ils croient aussi que cela les aide à absorber la sagesse et le pouvoir des morts. En vivant dans les terrains de crémation, ils croient que c'est un endroit où le cycle de la vie et de la mort se joue et où ils peuvent apprendre à le transcender. Ils étalent aussi sur eux-mêmes des cendres des morts, car ils voient les cendres comme un symbole de la mort et de la transformation. Pour eux, étaler le corps avec des cendres aide à se connecter avec les morts et à apprendre d'eux. Ils méditent souvent nus, recouvrent leur corps de cendres et utilisent des crânes humains comme bol de méditation. Ce ne sont que quelques-unes de leurs pratiques connues, car ils préfèrent rester secrets dans toutes leurs actions. Alors que certaines tribus ne sont pas très accueillantes, une tribu qui a reçu les étrangers à bras ouverts est la tribu Himba. La tribu Himba. Les Himba sont un groupe ethnique avec une population estimée à environ 50 000 personnes vivant dans le nord de la Namibie, dans la région de Kunene et de l'autre côté de la rivière Kunene, dans le sud de l'Angola. Peut-être 1 ou 2 fois vous avez dû voir une photo ou 2 de gens de cette tribu. Ils sont réputés pour leurs parures uniques et leur adhérence continue à la tradition. Leurs femmes sont à poitrine nue et lourdement décorées de bijoux symboliques, et elles sont surtout connues pour recouvrir leur corps avec de l'odjise, un mélange de graisse animale et d'ocre qui donne à leur peau et leurs cheveux une teinte rougeâtre. Traditionnellement, le peuple Himba vit dans des huttes en bois qui encerclent un feu ancestral sacré, et leur travail quotidien tourne autour de l'élevage et du pâturage du bétail. Pendant longtemps, cependant, ils ont évité le contact avec le monde moderne, continuant leur vie tranquille d'élevage pastoral dans le coin aride du nord-ouest de la Namibie pendant des générations. Ils n'ont eu aucun contact jusqu'au XXe siècle, après les premières expéditions européennes dans la région reculée. Il est de noter que le peuple Himba est polygame, avec l'homme Himba moyen
étant mariés à 2 femmes en même temps. Leur système de mariage est aussi différent de ce que vous attendriez, car les jeunes filles Imba sont mariées à des partenaires masculins choisis par leur père dès le début de la puberté. Pour le peuple Imba, les garçons doivent être circoncis avant la puberté, et immédiatement après leur mariage, ils sont considérés comme des hommes. Mais ce n'est pas le cas pour une fille Imba. Aucune fille Imba ne serait considérée comme une femme pleinement accomplie tant qu'elle n'a pas porté un enfant. Cependant, avant que ce mariage puisse avoir lieu, il doit y avoir des transactions de bétail, qui sont la source de leur économie. En d'autres termes, cela signifie pas de bétail, pas de mariage. Dans ces transactions, il y a la richesse de la mariée, qui peut être négociable entre la famille du marié et le père de la mariée, selon la pauvreté relative des familles impliquées. Pour que la famille de la mariée accepte la richesse de la mariée, le bétail doit apparaître de haute qualité. La tribu Sami. Vous pouvez trouver le peuple Sami dans 4 pays qui sont la Norvège, la Suède, la Finlande et la Russie. Contrairement à d'autres tribus de centaines de personnes, la tribu Sami a une population totale dans les 4 pays d'environ 80 000, dont environ la moitié vit en Norvège, et de la moitié qui vit en Norvège, environ 2600 gagnent leur vie en élevant des rennes, tandis que la majorité de la région du nord de la Norvège est en fait utilisée pour élever des rennes. Traditionnellement, la plupart des Samis se sont soutenus par la pêche, l'élevage de bétail et la chasse le long de la côte et le long des grandes rivières, plus à l'intérieur des terres. Aujourd'hui, une grande proportion du peuple Sami vit en dehors des zones traditionnelles Sami et s'est déplacée dans les villes du nord de la Norvège ou dans la région d'Oslo. Encore plus, ils vivent toujours dans les zones de peuplement traditionnel Sami, mais gagnent leur vie dans le secteur des services modernes, l'industrie, le voyage et le secteur public. La culture Sami a de nombreuses formes d'expression uniques qui incluent le joak, l'une des plus anciennes traditions de chansons en Europe. Un joak est dédié à une personne, un animal ou un lieu, et les harmonies reproduisent les qualités de l'objet de la chanson. Il y a aussi le gakti, qui est le vêtement traditionnel Sami, une autre tradition vivante, ininterrompue, surtout utilisée pour s'habiller pour les célébrations ou les fêtes. Aussi, les traditions qui ont été maintenues par les Samis sont leurs artisanats, comme la broderie d'étain, la broderie de perles, le tissage de lacets de chaussures, les coutures de vestes, la sculpture sur bois et la fabrication de couteaux, qui sont assidûment maintenus. Malgré l'adoption de la civilisation par la tribu Sami, ils ne troqueraient leur tradition pour rien, ce qui les fait se démarquer où qu'ils soient. La tribu Kubo. La dernière tribu inconnue à être contactée dans l'Amazonie, car ils ont eu leur premier contact en 1996. Ils sont connus localement au Brésil sous le nom de Cassettes, ce qui signifie littéralement « cogneur » en portugais. Et par la suite, ils sont devenus connus sous le nom de « batteurs de tête » dans la presse populaire. Vous vous demandez comment ils ont obtenu ces noms? C'est parce qu'ils portent des massues de guerre qu'ils utilisent pour se battre au combat. Malheureusement, 7 des membres du FUNAI du gouvernement brésilien ont été battus à mort par des membres de la tribu Kubo. Étonnamment, le FUNAI n'a pas cherché à capturer ou réprimander les individus impliqués, disant que ces Amazoniens indigènes ne connaissaient pas les lois brésiliennes qui interdisent de tels meurtres et donc ne pouvaient pas être poursuivis. Alors qu'on leur a donné des noms étranges, les Kubos s'appellent eux-mêmes les Tlala. Ils parlent une langue de la famille linguistique Pano, qui est étroitement liée au dialecte Pano du Nord, que parlent les Indiens Matis et Mayuna Matis. Cependant, contrairement aux autres tribus qui vivent dans la vallée de la rivière Javari, comme les Matis, Mayuna, Matsas et Marubos, ils ne tatouent pas leur visage. Cependant, ils sont facilement reconnaissables par leur coupe de cheveux caractéristique qui est courte à l'arrière et plus longue à l'avant. La plupart des Kubos sont encore non contactés et la plupart de ce que nous savons d'eux provient du contact avec un petit groupe qui vit près du poste FUNAI à la confluence des rivières Itui et Itaí dans la vallée de la rivière Javari au Brésil. Le chef rapporté de ce groupe est une femme appelée Maya, qui aurait été impliquée dans le meurtre d'un officiel du FUNAI du gouvernement brésilien. Selon les rapports, les officiels du FUNAI ont demandé à Maya et aux Kubos de rendre une bâche qu'ils avaient empruntée. Maya a aidé à attirer les officiels du FUNAI avec des sourires dans une zone où d'autres Kubos attendaient pour les embusquer.
embusquée et a aussi aidé à tenir les bras de l'une des victimes, pendant que d'autres Kubos utilisaient des massues de guerre pour le frapper à la tête et le tuer. Le guerrier Kubo, qui a participé au meurtre des membres du Funai, a été plus tard identifié comme Tavin, qui a offert une raison pour son meurtre, disant « Nous ne vous connaissions pas alors. Si vous savez quelque chose sur les tribus de la vallée de la rivière Javari, comme les Mayoruna Matsis, alors vous devez savoir qu'ils pratiquent l'infanticide et les Kubos ne font pas exception. Quand un enfant naît avec un défaut de naissance, comme un bec de lièvre, le bébé est tué. Malheureusement, le bec de lièvre est souve fréquent dans les populations indiennes amazoniennes en raison de la consanguinité. Même les enfants Kubo plus âgés sont parfois sacrifiés. Par exemple, Maya a tué une de ses propres filles quand elle était malade du paludisme. Elle a dit qu'elle l'a tuée parce qu'elle avait peur que la maladie ne se propage aux autres. La tribu Maasai. La tribu Maasai est une tribu néolithique des pays d'Afrique de l'Est comme le Kenya et la Tanzanie. Ils ont une culture centrée autour de la croyance que Dieu a créé le bétail spécialement pour eux et ils sont les gardiens de tout le bétail du monde. Pour les Maasai, la vie tourne autour de l'accumulation et du pâturage de grands troupeaux de vaches et plus que d'utiliser le bétail comme principale source de revenus, ils jouent aussi un rôle important dans la vie communautaire Maasai. Les familles et les clans établissent des alliances par l'échange de bétail, mais consommer la viande et le lait des vaches est considéré comme un acte sacré, un qui les lie à leur créateur. Pendant des centaines d'années, les Maasai ont déplacé et fait paître leurs troupeaux à travers la vallée du Rift sans causer de dommages à la terre ou à sa faune résidente. Ils ont fait cela principalement en migrant saisonnièrement à travers de vastes étendues de territoire, laissant à la terre beaucoup de temps pour récupérer avant de revenir la faire paître à nouveau. Puisque leur régime repose aussi traditionnellement sur le lait, le sang et la viande de leur bétail, la chasse au gibier par la tribu était limitée et non perturbatrice pour le plus grand écosystème. Il y a des décennies, la meilleure façon pour les jeunes hommes Maasai de prouver qu'ils étaient des guerriers était avec le meurtre rituel d'un lion. Cela pouvait être fait soit seul, soit en groupe, en utilisant uniquement leurs lances en fer comme arme. Typiquement, seuls les lions mâles étaient chassés dans ce rite d'initiation connu sous le nom de halo, puisque les lionnes étaient considérées comme des progénitrices sacrées de la vie. Bien que la chasse rituelle aux lions soit maintenant interdite en Afrique de l'Est et que les Maasai ne tuent maintenant un lion que s'il menace leur vie, la bravoure féroce des Moran est toujours vénérée aujourd'hui. Une autre chose pour laquelle les Maasai sont connus est leur beauté physique, pas juste leur physique gracieux, mais pour leurs vêtements uniques et leurs ornements corporels. Le vêtement Maasai le plus emblématique aujourd'hui est le shuka, une couverture en coton épaisse tissée, généralement rouge avec un motif rayé ou à carreaux en bleu ou noir, qui est porté enroulé autour du corps. Bien que ce ne soit pas traditionnel dans un sens historique, le shuka n'a remplacé les vêtements en peau d'animal que vers les années 1960 et était acheté plutôt que fabriqué par les membres de la tribu. Aujourd'hui, le shuka est porté par pratiquement tous les Maasai à travers l'Afrique de l'Est. Le vêtement signature a été largement imité par les créateurs de mode moderne, y compris Louis Vuitton. Et de nombreux créateurs de bijoux haut de gamme ont aussi puisé l'inspiration dans les bijoux Maasai, en particulier les colliers et bracelets minutieusement perlés et aux couleurs vives portées par les hommes et les femmes. Les Maasai sont aussi connus pour leur chant et leur danse, mais parmi beaucoup, la plus connue est l'adamu, ou danse sautée. Dans ce rituel, les jeunes hommes Maasai se rassemblent en demi-cercle tout en chantant rythmiquement à l'unisson. Puis chacun prend son tour pour avancer devant le groupe et sauter plusieurs fois droit en l'air aussi haut qu'il peut. L'adamu, généralement accompagné de cris énergiques et soigneusement observé par les femmes Maasai debout à proximité, fonctionne comme une démonstration de force pour les jeunes guerriers Maasai, espérant attirer des épouses. Les voyageurs de safari africains sont souvent ravis par le spectacle, et certains tentent même la danse sautée eux-mêmes. Très peu peuvent approcher les hauteurs atteintes par les guerriers, cependant, ils s'entraînent depuis l'enfance. La tribu Apatani. La tribu Apatani est un groupe tribal d'environ 60 000 personnes vivant dans la vallée de Ziro, dans le district de Lower Subansiri, d'Arunachal Pradesh en Inde. Les femmes de la tribu portent des bouchons de nez, ce qui, d'une certaine manière, les défigure, et vous fait vous demander pourquoi.
elles ont choisi d'être comme ça. Tout a commencé il y a de nombreuses années, quand les femmes exceptionnellement belles de la tribu étaient capturées par les hommes des tribus voisines. Dans le passé, pour empêcher cela d'arriver, les anciens du village ont proposé que chaque femme insère des bouchons de nez et ait aussi des tatouages faciaux pour les rendre moins attirantes pour les pillards. Les tatouages sombres étaient ancrés sur les visages des femmes, typiquement autour du temps de leurs premières règles. Peut-être que la pratique a commencé comme une mesure de précaution pour protéger les femmes de l'enlèvement, mais elle est devenue une partie vitale de la culture et de la tradition apatani. Cette tradition séculaire a été observée jusqu'aux années 1970, quand le gouvernement a imposé une interdiction sur les incisions de bouchons de nez. À présent, seule la dernière génération de femmes plus âgées des villages apatani a des emblèmes faciaux proéminents, un rappel d'une pratique culturelle qui est maintenant reléguée au passé. En dehors des bouchons de nez, la tribu est aussi connue pour sa culture colorée, avec divers festivals, des motifs de tissage complexes, des compétences dans les artisanats de canne et de bambou, et des conseils de village traditionnels vibrants appelés Buliang. Cela a fait de la vallée de Ziro un bon exemple d'un paysage culturel vivant où l'homme et l'environnement ont coexisté harmonieusement dans un état d'interdépendance, même à travers les temps changeants, une telle coexistence étant nourrie par les coutumes traditionnelles et le système de croyances spirituelles. La tribu Brokpa. La tribu Brokpa peut être trouvée dans la vallée Aryennes, renommée pour les gens qui sont, selon la légende, les descendants des armées d'Alexandre le Grand. La légende raconte que le peuple Brokpa est les restes de l'armée perdue d'Alexandre qui est restée derrière dans sa conquête de la vallée de la rivière Indus. En vérité, cette distinction aryenne, rêvée il y a longtemps en raison des apparences claires et rares des peuples isolés des Brokpa, n'est pas soutenue par des preuves génétiques. Pourtant, cette culture isolée est fière de ses mythes et de leur unicité. Au fil des ans, les voyageurs ont été attirés par cette vallée inhabituelle, fournissant du carburant à leurs débuts légendaires et même leurs propres préférences aryennes. Bien que leurs origines soient sujettes à débat, ils ne plaisantent pas avec leur pureté, préférant se marier au sein de la tribu. Ne les blâmez pas, s'ils se marient en dehors du groupe, cela ne peut signifier que la discontinuité de leur apparence physique. Il y a aussi plusieurs revendications de polygamie et de polyandrie, qui est une autre pratique culturelle particulière à la tribu. La tribu a aussi des restrictions alimentaires, qui incluent les œufs et les produits laitiers, y compris le lait et le beurre. Bien que la raison soit inconnue, nous pouvons convenir que la tribu Brokpa est très inhabituelle.